Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce matin pour cette première session, l'une des premières sessions du Power Saturday. Donc le sujet, ça va être très vaste, c'est la cybersécurité Microsoft 365. Par la pratique, l'idée c'est d'avoir une approche justement pratique et pas théorique du sujet. Donc on va tout de suite commencer. Si ça veut bien, non, ça veut pas. Voilà. Alors, je vous propose un petit quiz en ligne, un petit poll, comment on dit en français, un petit questionnaire. C'est assez simple normalement. Il faut aller sur l'outil, sur le site paulev.com vous tapez le nom du questionnaire, donc c'est Patrick G 250. Et en fait, vous arrivez sur, alors voilà, vous arrivez sur une première question qui est quelle est votre fonction? Donc, si vous pouvez répondre directement sur votre téléphone, par exemple, c'est juste pour avoir une idée, pour faire un peu d'interactivité, savoir qui est présent. On va voir si ça marche. Normalement, j'ai testé plein de fois. Ça doit se mettre à jour automatiquement. Voilà, RSSI, super. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site et à remplir votre fonction. Je le laisse 5 minutes. Consultant de Dynamics, là, je crois reconnaître qui a mis ça. Donc, l'idée, c'est de s'adresser à des gens, on va dire, techniques, mais sans peut-être forcément de connaissances préalables. Ah, super, ça marche bien. De connaissances préalables sur la sécurité. Donc, il va y avoir voilà, un espèce de mise à niveau aussi dans cette session. Restez sur le site parce que j'ai une deuxième question pour vous. Donc, beaucoup de consultants, ok, c'est très bien. Consultant, fonctionnel, chef, contrôleur, ok, très bien, contrôleur de gestion, c'est parfait. La deuxième question, c'est que j'aimerais vous poser, c'est quelles sont un peu vos attentes. Donc, je nettoie les réponses et là, vous devez pouvoir mettre en quelques mots, pas forcément de mettre une phrase, mais quelques mots, ce que vous attendez. Est-ce que c'est comprendre la cybersécurité? Est-ce que c'est d'avoir une méthodologie? Est-ce que c'est plutôt de comprendre l'offre Microsoft par rapport à la sécurité en général? Des bonnes pratiques, ok, très bien, une initiation, donc on va être tout à fait dans le sujet. Les possibilités, on va les voir aussi, ça va être effectivement un des points, l'offre étant très riche. On va se focaliser sur les bonnes pratiques possibles et les possibilités. Overview. Vous pouvez normalement, je pense, liker les réponses des autres, donc ça les fait monter. Voilà, il y en a un qui a fait 1. Donc si vous mettez un petit plus ou un petit like, ça permet de voir un peu les priorités. Ok, très bien. Je pense que vous pouvez continuer à accéder si vous avez encore envie, pendant que je passe au slide suivant de mon côté. Je voulais commencer cette session par cette citation qui me semble hyper pertinente. Et s'il y a une seule chose à retenir de la session, je pense que c'est celle-là. Nous n'avons pas besoin de plus de cybersécurité, nous avons besoin d'une meilleure cybersécurité. En fait, si on analyse un peu ce qui se passe sur le marché de la cybersécurité, il y a des sommes énormes qui sont déjà dépensées et ça ne fait que croître parce que les entreprises ont peur et ont besoin de se protéger de tout un tas de choses. Le marché, je crois qu'il est estimé en 2024 à plus de 300 milliards au niveau mondial, donc 300 milliards de dollars, donc c'est énorme. Et pourtant, on entend de plus en plus parler de brèches, de problèmes de sécurité. On a l'impression que c'est de plus en plus fréquent. Alors, il y a un effet médiatique qui est, on en parle de plus en plus, mais il y a aussi un effet que ces événements arrivent de plus en plus, puisque globalement, toutes les entreprises sont de plus en plus digitalisées et donc vulnérables à des attaques sur la cybersécurité, concernant la cybersécurité. Donc l'idée, c'est de dire, les entreprises investissent déjà beaucoup, énormément, donc il n'y a peut-être pas besoin ou ça ne va pas changer grand-chose d'investir encore plus. Par contre, il faut peut-être revoir les priorités, revoir la façon dont on envisage la cybersécurité, et ça va être un des axes importants de cette session. Donc la personne qui a écrit ça, c'était en anglais évidemment, c'est un responsable conseil sécurité chez Avanade.
Alors, je vous propose une démarche dans cette session, ça va être l'agenda de la session, en fait, une approche très simple en 3 étapes. La première étape, c'est accepter les faits. On va, dans une première partie, revoir un peu qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la cybersécurité, où on en est, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. La deuxième chose, c'est faire un focus sur l'offre Microsoft, puisqu'on est dans un contexte où on veut sécuriser un environnement Office 365 ou Microsoft 365. On fera un peu d'explications sur ces deux termes. Et bien sûr, c'est avec ces éléments-là, l'idée c'est de bâtir sa propre solution. Je ne pense pas qu'on puisse plaquer une solution toute faite qui viendrait ou de Microsoft ou d'un consultant super génial en cybersécurité avec une méthodologie toute faite. Je pense que chaque entreprise doit se faire un peu sa propre solution. On peut les aider en tant que consultant, mais chacun doit s'approprier à la fois en fonction de ses enjeux, de ses données plus ou moins importantes et de ses risques aussi auxquels elle fait face. Chaque industrie, chaque société même a ses propres problématiques. Donc il faut vraiment bâtir une solution adaptée à ses propres besoins. Pour ça, Microsoft nous fournit une palette d'outils un peu à l'image de Microsoft 365, où on a une palette d'outils pour construire une solution collaborative, de communication, aider les gens à mieux travailler dans l'entreprise. Eh bien, sur l'offre sécurité, c'est un peu la même chose. On a plein d'outils. Ça fait une palette très riche. Donc, c'est à vous de prendre là-dedans ce qui vous intéresse et ce que vous pouvez aussi vous offrir, parce qu'il y a un aspect aussi économique évident. L'idéal, évidemment, étant de prendre la totale, on prend toutes les offres, mais ce n'est pas forcément le plus économique. Donc, voilà, je remets le pôle une dernière fois. Initiation, best practice et découvrir les possibilités. Je pense que les 5, il y a eu 5 likes sur les 2 premières lignes, on sera complètement dans le sujet. Alors, première partie, l'état de la cybersécurité. L'état de la cybersécurité aujourd'hui, en quelques mots et en quelques slides. Tout d'abord, il faut bien se rendre compte qu'on est passé d'un ancien monde à un nouveau monde, et parfois on réfléchit encore comme dans l'ancien monde. Donc c'est important de prendre conscience que avant, les utilisateurs, c'était les salariés et point barre. Aujourd'hui, on doit donner accès au système d'information et à un environnement Office 365 ou Microsoft 365 en particulier, à des salariés bien sûr, mais aussi à des partenaires et à des clients, voire à des prospects, des gens qu'on ne connaît pas encore, on n'avait pas encore de relations, je dirais, contractuelles bien définies avec eux. Il y a des possibilités techniques comme inviter les guests, par exemple, dans des espaces Teams. Hein, c'est exactement le cadre de cette conférence où on a invité dans le tenant du GUS des gens qui ne sont pas salariés, évidemment, au sens strict et qui n'appartiennent pas au tenant du GUS. En termes de sécurité, évidemment, ça a des impacts forts parce que c'est des gens qu'on connaît moins bien ou qu'on maîtrise moins bien que les salariés, par définition. Les périphériques, avant, on pouvait dire les périphériques sont gérés par l'organisation. Aujourd'hui, c'est juste impossible. On est dans un monde du bring your own device, comme on dit en mauvais français. Donc, c'est chacun amène son périphérique. Aujourd'hui, il est impossible je dirais, dans une entreprise à plus de 10 personnes, de dire, ben non, pour des raisons de coût, déjà, l'entreprise va avoir du mal à fournir un smartphone à tout le monde. Et pour des raisons de pratique, les gens ont leur smartphone quasiment de manière systématique. Donc, il faut l'intégrer. C'est le périphérique du salarié, en l'occurrence, ou du partenaire, qu'il va falloir intégrer dans le système d'information de manière sécurisée et non pas lui dire tu vas lui imposer des règles trop strictes sur ce sujet-là. Les applications étaient autrefois internes, purement internes. Évidemment, aujourd'hui, une grosse majorité des applications sont dans le cloud, et en particulier Office 365, c'est ce qu'on cherche on fait le focus dans cette session là-dessus. Donc, ça va être important d'avoir une approche qui intègre le cloud. La première contrainte là-dessus, c'est que avant, on se protégeait à l'intérieur ce qu'on appelait le réseau interne de l'entreprise. Donc, on mettait des pare-feux, on mettait une logique de château fort. En fait, on construisait des murs, une forteresse. À l'intérieur, on se sentait protégé. À l'extérieur, c'était le monde dangereux. Aujourd'hui, on ne peut plus raisonner comme ça. Un exemple très simple étant que le cloud, donc Microsoft 365, est à l'extérieur par définition du réseau interne de l'entreprise. Donc, on ne peut pas dire tout ce qui va être à l'extérieur, c'est dangereux, c'est non protégé, et ce qui est à l'intérieur va être protégé. Donc, ça va avoir des conséquences très importantes, ce point en particulier.
Dans l'ancien monde, on était aussi assez facilement capable de récupérer des traces sur les actions que les gens faisaient au niveau des systèmes qu'on gérait en interne. Donc, on parle de traces locales sur les serveurs, en fait. Aujourd'hui, je dirais chaque application va avoir ses propres traces. Donc, on parle d'une explosion des applications, des signaux. Et en termes de sécurité, évidemment, ça a une importance très forte. C'est-à-dire qu'il va falloir aller potentiellement chercher de l'information dans Office 365, sur le PC de la personne, sur son smartphone, et dans tout un tas d'autres environnements s'il utilise plusieurs applications cloud, des choses comme ça. Donc, il va falloir avoir des applications de sécurité concrètement qui vont être capables d'agglomérer ces différents signaux. Et Microsoft va nous fournir des solutions là-dessus, évidemment. Un autre point fondamental à avoir en tête sur la cybersécurité aujourd'hui, c'est qui sont les attaquants et qui sont leurs motivations. Alors ça, c'est des statistiques qui sont d'une étude assez intéressante qui doit être de Ernst & Young, voilà, le lien apparaît en bas si vous voulez la télécharger, vous l'aurez dans les slides. Autrefois, on va dire que on considérait que les attaquants, c'était essentiellement des gens de l'extérieur et qui étaient, donc c'est la barre verte, qui faisait partie, on va dire, d'organisations criminelles par défaut. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a bien d'autres risques possibles. Dans les gens externes, il y a aussi beaucoup d'activistes. Donc, les entreprises sont souvent victimes d'attaques liées à pour attaquer leur réputation. Alors, certaines à tort, d'autres à raison, peu importe. Mais je dirais, les activistes aujourd'hui ont pour habitude de, par exemple, faire tomber un site web d'une entreprise qui ferait, je ne sais pas, qui serait dans le pétrole, par exemple, si c'est des écologistes qui veulent mettre en avant les énergies vertes, eh bien, ils vont attaquer le site web de l'entreprise. Donc, ce type d'attaque est assez récent, en fait, et assez nouveau, et ça veut dire qu'on peut être attaqué par des gens, entre guillemets, qui ont des bonnes intentions à l'origine, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas forcément... ils vont pas faire du hacking ou de l'attaque pour le plaisir de voler l'entreprise, mais plus pour lui nuire à sa réputation. Il y a aussi un aspect très important qui est émergent et qui apparaît là en 3e et en 5e ligne, c'est la partie attaque interne, en fait, les insiders. Soit les employés commettent des fautes, et ça peut arriver à tout le monde. Quand on manipule des données internes, par exemple sensibles, on peut très bien, sur une erreur de manipulation, transférer à l'extérieur un fichier sensible. Ça arrive partout. Et aussi, il y a des insiders malicieux, donc des acteurs malicieux qui, par exemple, un salarié qui va quitter l'entreprise, qui a été renvoyé, avant de partir, il peut commettre un certain nombre d'actions douteuses, voire illégales, qui peuvent mettre en péril l'entreprise. Et la dernière catégorie, c'est peut-être la plus bizarre, c'est évidemment, il y a tout un tas d'attaquants qui sont inconnus, qui ne sont pas forcément catégorisables dans ces catégories. Donc, tout ça pour dire qu'il faut se préparer à des attaques qui peuvent venir de partout. Et on rejoint le premier slide, on ne peut plus dire à l'intérieur du château fort, à l'intérieur du périmètre de l'entreprise, tout va bien, une fois qu'on est dedans, on est protégé. Non, c'est malheureusement pas aussi simple que ça. Un autre fait important, c'est une citation d'une personne de Microsoft qui dit les défenseurs pensent sous forme de liste et les attaquants pensent sous forme de graphe. Et tant que ça sera le cas, les attaquants auront l'avantage. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que défenseur, effectivement, on pense de manière un peu linéaire, on va protéger tel site, telle fonctionnalité, etc. Alors que l'attaquant, il va essayer d'avoir une vision un peu globale et de voir par où il peut s'infiltrer dans l'organisation, soit par les mails, soit par peut-être des périphériques mal contrôlés, des téléphones, etc. Des identifiants aussi peut-être de stagiaires qui seraient pas bien verrouillés avec des passwords, des mots de passe un peu légers. Donc ça, c'est aussi important à avoir en tête. Il faut raisonner un peu global et raisonner sous forme de graphe. Microsoft va aussi nous aider sur un certain nombre d'outils. On reviendra là-dessus.
Les attaques, il faut savoir que globalement, monter une attaque, c'est assez économiquement, ça coûte pas cher de nos jours. Il y a un marché là-dessus. Par contre, ce qui coûte le plus cher, c'est ce qu'on appelle les attaques zero day. Donc, c'est des attaques qui n'ont pas été dévoilées publiquement. Et c'est le plus cher. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est une attaque à la limite dont on a moins à craindre parce qu'il faut vraiment avoir de l'argent pour vouloir lancer ce type d'attaque. Par contre, les attaques les plus fréquentes, ça va être autour du phishing. Aujourd'hui, les statistiques sont assez impressionnantes. La plupart des attaques, elles sont assez basiques et elles reposent sur un mail voilà, qui va en fait demander à quelqu'un de fournir ces informations et les gens, sans faire attention, vont les fournir. Donc c'est le risque principal aujourd'hui, le premier risque contre lequel on doit se protéger. Un autre point fondamental, c'est que le cloud est plus sécurisé que le centre de données. C'est quelque chose que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore compris, parce que c'est vraiment, ça va à l'encontre de ce qu'on a pensé pendant des années. C'est que les gens pensent que leurs données dans leur data center seront plus sécurisées. C'est faux, pour tout un tas de raisons. La première, c'est que déjà chez Microsoft, il y a plus de 3500 personnes dédiées à la sécurité dans le monde. Donc c'est évidemment beaucoup plus que n'importe quelle organisation, on va dire, normale pourra mettre je dirais, en place. Donc l'expertise, elle est vraiment du côté des fournisseurs de cloud public en particulier, puisqu'on parle de ça aujourd'hui. Un autre point tout bête mais essentiel, c'est que un des premiers moyens de compromettre des données dans un data center qui est géré par une entreprise, c'est d'aller sur place, de se connecter sur le serveur, de mettre une clé USB ou quelque chose comme ça. Ça peut être, ou récupérer un disque dur. Ça peut être relativement simple en fait comme attaque. Faire la même chose sur des données qui sont hébergées dans Office 365, c'est juste impossible. Parce que c'est des data centers hyper sécurisés. Ils sont déjà parfois dans d'autres pays. Si vous avez un tenant hébergé en Irlande, il faut aller en Irlande pour récupérer vos données. Même si on récupère, dans l'hypothèse hyper rare où on récupérerait un disque dur, on n'a pas du tout accès aux données puisqu'elles sont chiffrées, elles sont coupées en morceaux, etc. Donc la séparation physique dans le cloud public rajoute, qu'on le veuille ou non, un degré de sécurité. Il y a moins de vulnérabilité. Chez Microsoft, évidemment, ils passent leur temps à patcher, gérer au meilleur niveau tous les systèmes et tout. Dans les data centers que les entreprises opèrent, il y a un peu moins parfois de disponibilité, où on oublie, où on n'a pas la ressource à un moment donné, où on ne le fait pas dès que Microsoft publie un patch, on ne va pas l'appliquer forcément le lendemain sur le serveur en question, etc. Donc il y a moins de vulnérabilité globalement dans le cloud public. Donc ça veut dire moins de failles, moins de trous possibles pour les attaquants. Et un point important aussi, c'est la disponibilité. C'est un aspect qu'on oublie parfois dans la sécurité, mais le premier niveau de sécurité, c'est que les applications soient disponibles. Dans un data center privé, la disponibilité sera globalement plus faible que dans un data center public. Dernier point, la technologie est la plus récente côté cloud public. Microsoft et d'autres fournisseurs, évidemment, passent leur temps à déployer des technologies les plus récentes en termes de serveurs, mais en termes de logiciels aussi sur leurs environnements. Il n'y a plus de serveurs anciens qui traînent, comme ça peut être le cas dans des serveurs de données classiques. Donc ça, c'est un point fondamental. Et encore une fois, toutes les entreprises n'ont pas intégré ce point-là. Un autre point aussi, à mon avis, très très important, c'est que la cybersécurité passe très souvent en second dans les préoccupations des équipes. Quand on déploie une nouvelle application en business, il est assez rare en fait que ça soit intégré dès la planification. Donc là, c'est toujours des stats de, je pense, de la même étude, voilà, Ernst & Young. En moyenne, on estime que les aspects de cybersécurité sont inclus dans la planification de nouvelles offres business que dans un tiers des cas. Et dans 7% des cas, on ne prend pas du tout en compte la cybersécurité. Donc ça, c'est vraiment inquiétant comme constat.
Et je dirais que je vais finir là-dessus sur les constats, c'est la cybersécurité doit être vraiment intégrée avec le business, ce qui est absolument pas le cas aujourd'hui. Une façon de le dire, c'est alors là il y a des chiffres assez précis pour les différentes fonctions de l'entreprise. Plus vous avez de violets, moins la relation avec le business est forte entre la sécurité et le business. Donc vous voyez par exemple que le marketing ou les systèmes de R&D sont assez peu connectés avec la cybersécurité, la finance un peu plus, c'est rassurant, la RH aussi, ça semble être des fonctions à risque, donc importantes. Et là où la coopération se fait le mieux entre les équipes cybersécurité et le reste de l'entreprise, c'est heureusement avec l'IT, déjà c'est pas mal. Mais il y a beaucoup à faire là-dessus, donc je dirais globalement que les relations avec les métiers doivent s'améliorer. Et s'il y a, je reviens sur ma citation initiale, s'il y a quelque chose à améliorer de fondamental dans la cybersécurité aujourd'hui, c'est bien cette relation entre les métiers et les équipes cybersécurité qui ne doivent pas être vues comme des bloqueurs de tout, mais au contraire comme permettant de mettre en place des applications sécurisées. Aujourd'hui, une chaîne d'attaque, elle se fait à différents niveaux. Donc là, je ne vais pas vous détailler ce slide qui est sympa, mais qui pourrait prendre du temps. Globalement, les attaques sont toujours à peu près sur le même schéma. C'est-à-dire qu'on va partir de mails qui vont être envoyés, les gens vont cliquer sur un lien, ça va déployer du code malicieux quelque part, et au final, ce qu'on cherche, dans la plupart des cas, c'est de récupérer des données, que ce soit des emails ou des fichiers sous quelque forme que ce soit. Donc récupérer des données et les exfiltrer à l'extérieur de l'entreprise, de l'organisation. Donc voilà pour la partie comprendre la cybersécurité aujourd'hui. La deuxième chose super importante à comprendre, c'est l'offre Microsoft. Qu'est-ce que nous propose Microsoft dans tout ça? Alors Microsoft déjà s'investit, je l'ai déjà dit, énormément sur l'aspect cybersécurité et il est déterminé à être un acteur incontournable. Le chiffre qu'il donne, c'est qu'ils investissent 1 milliard de dollars par an en R&D sur le sujet, donc c'est pas de la rigolade. Un point essentiel autour de l'offre Microsoft, c'est ce qu'on appelle, que vous reverrez systématiquement, c'est Microsoft Intelligent Security Graph, donc le graphe intelligent de sécurité. Microsoft, par sa position, on va dire, sur le marché de l'informatique, a accès à tout un tas de signaux, justement, on parlait de signaux tout à l'heure. Donc elle a des messageries grand public comme Outlook, elle a des systèmes comme Xbox Live, OneDrive, où ils vont pouvoir voir passer, entre guillemets, un certain nombre d'emails, de virus potentiels, de menaces, etc. Et toutes ces informations, ils vont pouvoir les analyser, les confronter à ce qu'ils savent sur, par exemple, Windows, les menaces ou les trous de sécurité qui seraient connus ou non connus dans Windows. Et ils vont pouvoir, évidemment, l'idée, c'est d'agglomérer tout ça sous forme d'informations qu'ils vont pouvoir mettre à disposition de leurs clients de différentes façons dans les produits qu'ils fournissent. Alors, on a vu que la sécurité, le monde avait changé et l'approche de sécurité doit changer ou a changé pour ceux qui en ont pris conscience. Microsoft regroupe cette nouvelle approche sous un nom assez simple et assez générique, c'est ce qu'on appelle le Zero Trust. Le Zero Trust, donc je n'essaie pas forcément de le traduire, mais c'est la confiance zéro, on va dire. L'idée, c'est de ne plus faire confiance, ça c'est fondamental, aux gens ou aux personnes qui se connectent sur des systèmes uniquement parce qu'ils sont à l'intérieur du périmètre de l'entreprise. C'était ce qu'on appelle le modèle ancien de sécurité, c'était le modèle périmétrique. Une fois que les gens étaient connectés sur le réseau de l'entreprise, par défaut, globalement, on leur faisait réseau, on leur donnait raison, on leur faisait confiance. Et donc, ils pouvaient accéder à des systèmes. C'était pas open bar, mais presque. Une fois qu'on avait un identifiant, je dirais, un petit peu avec quelques capacités d'admin, etc., on pouvait faire beaucoup de choses sans être trop inquiété. Ce concept-là n'a plus de sens dans la mesure, encore une fois, où le réseau intérieur de l'entreprise, le périmètre ne correspond plus à rien, puisque, par exemple, vos ressources Office 365, elles sont à l'extérieur.
Donc, on va changer cette notion-là de base et on va se baser sur toutes les informations disponibles pour décider de l'accès aux données et aux ressources. Donc, on va se baser sur, évidemment, un identifiant, mais une identité qu'on va pouvoir faire évoluer dans le temps. Par exemple, on aura des droits qu'on va donner juste quand on a besoin de faire des opérations d'administration, des choses comme ça. On va s'appuyer aussi sur les infos sur le matériel. Si vous connectez sur un système, vous êtes administrateur, mais que vous connectez à partir d'un système, par exemple, non patché avec des virus dessus et tout, vous allez vite avoir des problèmes. Donc, dans ce cas-là, eh ben, même si vous êtes administrateur, on peut potentiellement vous bloquer l'accès parce que votre environnement n'est pas sécure. Donc, il ne suffit pas que vous ayez accès, il faut aussi que vous soyez dans des bonnes conditions pour faire les opérations d'administration. Et on va pouvoir aussi s'appuyer sur des informations sur votre activité, par exemple. Si vous êtes connecté, il y a 2 minutes de France, et puis 2 minutes après, vous connectez de Corée, il est probable que ce n'est pas la même personne. Et alors, bon, pour ça, on peut utiliser des VPN, mais il est probable que ce n'est pas la même personne, c'est peut-être un pirate qui se connecte de Corée. Donc, dans ce cas-là, soit on vous bloque l'accès, soit on va vous demander une vérification supplémentaire de type MFA, donc Multi-Factor Authentication. Donc, c'est toutes ces notions-là qui vont apparaître dans le modèle Zero Trust. On va détailler au fil de la présentation. Les bénéfices du modèle Zero Trust, ça va être utiliser l'accès conditionnel. Microsoft met vraiment beaucoup le focus là-dessus, sur l'accès conditionnel pour fournir un accès sécurisé aux données sensibles et uniquement à partir de périphériques conformes. On va prévenir des accès réseau et des mouvements latéraux. Donc ça, c'est une attaque très fréquente. Une fois que quelqu'un a capturé un identifiant volé, eh ben, il va essayer d'utiliser cet identifiant pour prendre un accès sur un autre système ou sur un autre identifiant. Donc on va essayer de prévenir ces accès, ces mouvements latéraux en détectant des identifiants qui seraient compromis ou des périphériques volés. Et surtout, tout ça, c'est fondamental dans le cas d'Office Microsoft 365, c'est de permettre aux utilisateurs d'être plus productifs en travaillant d'où ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Donc l'idée fondamentale, je pense aussi à bien comprendre, c'est que les dernières générations de produits de sécurité ne sont pas là pour vous bloquer dans votre activité en tant que collaborateur de l'entreprise, mais vraiment pour vous donner plus de possibilités. Le meilleur exemple, je trouve, là-dessus, c'est ce qu'on appelle le passwordless. Sur les dernières générations de Surface ou de PC équipés avec ça, vous avez juste à regarder votre écran, vous n'avez pas pour vous connecter. Vous n'avez même plus de mot de passe à saisir, de code PIN, de quoi que ce soit. Il suffit juste de regarder votre écran. Donc là, on a une sécurité qui est renforcée puisqu'il n'y a plus de mot de passe pour accéder à mon système. Et donc, d'un point de vue sécurité, c'est meilleur. Et d'un point de vue utilisateur, l'expérience utilisateur est juste géniale parce que vous n'avez même plus besoin de connaître vos mots de passe et ça se fait en quelques secondes. Donc là, on est typiquement dans un exemple de plus de sécurité donne plus de productivité. Donc, il y a le bénéfice des deux en même temps, ce qui est assez sympathique. Les 3 principes du Zero Trust, si on rentre un peu dans les détails, c'est de vérifier systématiquement quand quelqu'un demande à faire une opération, on ne va pas, une fois qu'il est connecté, lui laisser tout faire. On va essayer de vérifier au maximum les choses. Avoir des accès privilégiés de manière la plus réduite possible. Si vous êtes administrateur, vous recevez aussi des mails, vous avez une activité, je dirais, standard. Soit on va vous faire 2 comptes différents, soit on va vous donner des droits uniquement au moment où vous faites de l'administration. Et assumer les brèches, donc ça c'est assez incroyable, c'est qu'on assume le principe que l'environnement va avoir des brèches, c'est-à-dire qu'il y a des pirates qui vont réussir à s'insinuer dans les protections qu'on va mettre. Par exemple, un compte utilisateur peut être compromis. Et dans ce cas-là, eh bien, on va non pas dire ça n'arrivera jamais, on va dire ça peut arriver et on va prendre des mesures supplémentaires. Donc, ça peut être ce qu'on appelle la défense en profondeur. Donc, on sait que le compte est compromis. Eh bien, il va falloir que l'utilisateur, par exemple, s'il veut transférer des fichiers vers l'extérieur, il fournisse à nouveau d'autres preuves qu'il est bien le bon utilisateur. Et par exemple, ça peut être un accès MFA, donc il va falloir qu'il garantisse qu'il a aussi un périphérique validé par l'entreprise, donc son téléphone, etc. Donc que c'est bien lui. Et même si le compte est compromis, si c'est un pirate, il aura du mal à fournir passer ce deuxième niveau de vérification.
Sécurité la sécurité intelligente de Microsoft, elle se décline en essentiellement quatre parties. La gestion des identités et des accès, la protection des informations, protection contre les menaces et la sécurité dans le cloud. Donc, sécurité dans le cloud, la dernière partie, c'est comment je gère en fait mes ressources et comment je mets en place un système d'opération autour de la sécurité. Alors, voilà la liste des produits telle qu'elle est présentée par Microsoft. Je ne vais pas vous la lire, ça n'a peu d'intérêt. Sachez quand même que dans chaque catégorie, il y a un certain nombre de produits. Par contre, j'ai fait ma petite slide à moi qui est une interprétation en fait de ça. Alors, j'ai rajouté déjà une catégorie qui n'apparaît pas forcément très clairement dans les slides Microsoft. C'est tout ce qui est gestion des devices, gestion des appareils en français. Parce que c'est un point important, on l'a vu, si vous êtes connecté à partir d'un device compromis, vous allez avoir des problèmes. Donc, il y a des outils déjà qui vont vous permettre de valider que votre device n'est pas compromis dans l'offre Microsoft. Alors, si on se focalise uniquement sur les outils Office 365, en premier lieu, bon, évidemment, il y a la partie, dans chaque catégorie, on va retrouver des choses, des fonctionnalités intéressantes. Donc, sur la partie gestion des identités, ça va s'appuyer sur Azure AD. Alors, il faut bien être précis sur le terme, c'est Azure AD pour Office 365. Donc, vous avez un sous-ensemble des fonctionnalités d'Azure AD qui est disponible avec tout abonnement Office 365. En particulier, vous pouvez activer le MFA, donc Multi-Factor Authentication. Donc, ça, c'est un point important. Vous avez aussi un point important, c'est le Self-Service Password Reset, qui est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de redéfinir leur mot de passe quand ils l'ont oublié. Ça évite que l'IT passe du temps là-dessus. Et on peut intégrer en SSO, donc avec les mêmes identifiants avec lesquels vous vous connectez sur votre environnement Office 365, des applications SaaS de l'entreprise. Il y a 10 applications SaaS pré-intégrées qui sont possibles avec un abonnement Office 365 classique. Sur la partie Exchange, il y a la protection antivirus anti-spam avec Exchange Online Protection, ça s'appelle EOP. Côté gestion des appareils, donc on a un Azure AD Device Management et une gestion des périphériques mobiles pour Microsoft 365, donc des outils de gestion des périphériques. La protection de l'information, elle est assez basique, elle se fait au niveau de l'encryption, le chiffrement des fichiers et des mails qui est transparent, mais qui par défaut, tous les échanges de mails et de fichiers sont chiffrés, que ce soit en transmission ou quand ils sont stockés sur les serveurs de Microsoft. Et vous avez, pour ce qui est gestion de la sécurité, une très bonne fonctionnalité de base qui sont le Secure Score. Donc le Secure Score, ça vous donne un score sur l'état de validation de votre sécurité, le niveau des fonctionnalités de sécurité que vous avez mis en place dans votre environnement. Donc ça permet et ça vous donne des idées pour aller plus loin. Vous avez par défaut un audit log, donc toutes les actions qui sont tracées potentiellement de vos utilisateurs pendant 90 jours. Alors c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, puisqu'en fait, on estime dans les analyses que une faute, un problème n'est détecté qu'au bout de 140 jours en moyenne. Donc en fait, ça veut dire que par défaut, vous n'avez pas forcément des traces sur des opérations malicieuses qui pourraient être faites dans votre environnement, puisqu'on va être limité à 90 jours. On peut remonter que 90 jours en arrière. Donc attention sur ce point-là. Mais déjà 90 jours, bon, c'est déjà pas mal. Et le Security Center, c'est évidemment l'environnement de sécurité disponible. Si on passe sur du Office 365 E3, on a en plus tout ce qui est politique de rétention. Donc, politique de rétention, ça permet de définir que même un certain nombre de fichiers ou dans des espaces particuliers, si l'utilisateur supprime ou même si l'administrateur supprime les fichiers, ils seront quand même gardés, par exemple 5 ans, parce que c'est des documents qu'on doit garder 5 ans. Donc, ça interdit en fait vraiment de supprimer physiquement un certain nombre de documents. Donc, c'est une protection évidemment importante de l'information. Et Data Loss Prevention, ça permet d'éviter des transferts d'informations vers l'extérieur si on le configure correctement. Évidemment, l'offre Office 365 E5 apporte beaucoup de nouvelles possibilités. Les plus intéressantes, à mon avis, c'est l'audit log qui passe à 1 an. Donc, pour un administrateur, pour des comptes administrateurs, ça semble juste je dirais indispensable d'avoir des comptes Office 365 E5 pour avoir, presque uniquement pour cette fonctionnalité-là, l'audit log de 1 an. C'est-à-dire que vous pouvez retracer en arrière s'il y a un problème, quel qu'il soit, les actions qui ont été faites avec le compte d'un administrateur sur une durée d'1 année.
Côté protection contre les menaces, vous avez Office 365 ATP qui va Advanced Threat Protection qui va vous permettre de protéger de manière assez efficace, de manière supplémentaire, tout l'environnement Office 365, notamment tout ce qui est liens bizarres, corrompus, vérolés, etc., qui vous amènent sur des sites où il ne faut pas aller. Et attachement aussi douteux. Et la partie Cloud App Security qui permet aussi d'analyser tout le comportement de vos utilisateurs dans Office 365 de manière très efficace et très complète. Là où Microsoft 365 devient intéressant, c'est qu'il va nous apporter une vue beaucoup plus large de la sécurité, puisqu'il va rajouter l'aspect post-client avec Windows 10 et l'aspect post-mobile avec ce qu'on appelle EMS, donc la sécurisation des postes mobiles. De base, dans Windows 10, vous avez l'antivirus, qui est un système de protection évidemment bien connu. Qui aujourd'hui est vraiment dans les tops du marché. Si on parle de Microsoft 365 E3, on rajoute du Azure AD Premium P1, du Intune et du Microsoft Information Protection. Donc Azure AD P1, ça nous amène une fonctionnalité importante, fondamentale, c'est l'accès conditionnel, où on va pouvoir donner des accès conditionnels en fonction, par exemple, du niveau de sécurisation du périphérique. Donc ça, c'est important. Intune va nous permettre de gérer de manière vraiment détaillée les endpoints, donc les points de terminaison, que ce soit PC ou mobile. Et Information Protection va nous permettre de mettre en place vraiment de la sécurisation avec du labeling sur les fichiers. Donc ça, c'est super intéressant aussi au niveau de Microsoft 365. Et évidemment, le top du top, c'est Microsoft 365 avec une licence E5, un niveau de licence E5. Donc là, on a des fonctionnalités de sécurité vraiment les plus avancées que peut proposer l'offre Microsoft, avec une couverture complète sur toute la gamme, je dirais, contre les menaces, on va y venir juste après. Tout ce qui est Advanced Threat Protection, on va juste faire un slide de résumé. Et la partie aussi information protection avec de la classification automatique. Quand on a beaucoup de documents, l'offre par défaut qui permet de taguer les documents sensibles à la main, elle peut être limitée. C'est pour ça qu'une offre E5 automatique classification, elle prend tout son sens. Un point important, c'est que l'offre... Donc, on parlait tout à l'heure de signaux qui arrivent un peu de partout, et c'est le cas aussi, ça peut être le cas dans un environnement Office 365. Vous avez plusieurs endroits où on va avoir des logs à regarder, etc. C'est important, et il faut corréler ça avec les remontées des PC, des choses comme ça. On a un outil, Microsoft a sorti récemment un outil qui permet de centraliser vraiment tous les signaux qui arrivent, donc ça c'est bien, ça s'appelle Microsoft Threat Protection, mais qui était limité à une offre, accessible à une offre Microsoft 365 E5. Et là, ils ont annoncé récemment, il y a moins d'un mois, je dirais, que ça allait être disponible courant juin. Donc, ça doit être là tout de suite. Hein, on est en juin. Peut-être on va attendre la fin du mois. Que l'offre Microsoft Threat Protection va être accessible dès les abonnements Office 365 E5. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont du Office 365 E5 et non pas du Microsoft 365 E5. Évidemment, derrière, les prix sont un peu plus élevés quand on parle de Microsoft 365 que quand on parle de Office 365. Et à toutes ces solutions Microsoft, on peut ou on doit rajouter des solutions tierces. Une solution moi, que je recommande à mes clients, c'est tout ce qui est sauvegarde-restauration. Il ne faut pas oublier que dans Office 365, il n'y a pas vraiment de sauvegarde-restauration. Vous ne pouvez pas demander à Microsoft de revenir, par exemple, sur une sauvegarde de vos fichiers dans un site SharePoint il y a 9 mois. Donc, une solution de sauvegarde me semble absolument indispensable. Il y a des solutions intéressantes sur le marché qui permettent de sauvegarder et restaurer du Office 365. Voilà. Une petite vue pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce à quoi peut ressembler le Microsoft Secure Score. Donc, c'est un score qui vous donne, alors ça c'est d'ailleurs une ancienne copie d'écran, il faut que je la mette à jour, puisque maintenant c'est un pourcentage, ça vous donne un pourcentage de sécurité sur votre environnement, et ça vous donne à droite des règles, des idées, on va dire, des propositions d'amélioration de votre score.
On a vu qu'il y avait tout un tas d'outils qui s'appellent ATP quelque chose. L'offre ATP, c'est pour la protection contre les menaces. Alors en fait, ça peut être un peu abscon à se rappeler de ce que fait chacun. Ce slide-là, je trouvais très clair. Office 365 ATP, ça va permettre de protéger en gros tout ce qui arrive par mail, donc les attachements, les liens et les clics sur des URL douteuses. Microsoft Defender ATP, c'est la partie post-client. Donc, c'est sur votre Windows 10, essentiellement, comment il va détecter et protéger éventuellement des menaces. Donc, c'est ce qu'on appelait autrefois l'antivirus, donc qui s'appelle EPP dans le jargon Endpoint Protection. Et aussi un outil, c'est un outil EDR qui va au-delà, qui permet de détecter des menaces et de faire des réponses parfois automatiques sur certains cas d'attaque. Donc ça, c'est le poste client. Azure AD Identity Protection, ça protège évidemment, ou ça détecte des cas d'attaque sur les identifiants AD. Azure ATP, c'est tout ce qui est protection des données en interne dans l'entreprise, donc plutôt sur du on-prem, là on parle de on-prem. Et sur d'autres applications, sur les applications cloud, vous avez la possibilité de détecter des menaces et détecter des attaques via Cloud App Security, qui, je dirais, va vous mettre une vue un peu globale des attaques dans l'environnement Office 365. Je l'ai dit, un outil important, c'est Microsoft Threat Protection, qui permet de résoudre un certain nombre de points qui étaient pas faciles à résoudre précédemment. Donc, plusieurs endroits, on va retrouver tout dans un seul portail, donc ça, c'est super intéressant. On va avoir une vue un peu globalisante des alertes. Donc, quand on a plusieurs alertes qui sont corrélées, on va avoir une vue d'incident. Donc, en fait, ça va permettre aux défenseurs, justement, d'avoir cette vue un peu graphique et sous forme de graphe qu'on évoquait tout à l'heure. Pour se protéger, il vaut mieux avoir une vue un peu globale de l'ensemble par exemple, des comptes qui auraient été compromis sur une attaque, l'ensemble des PC qui sont compromis, et du coup, on se rend mieux compte de la gravité ou pas de l'attaque en question. Du coup, on passe d'un périmètre de défense qui était avant ce qu'on faisait, on se défendait sur le pourtour en fait de notre environnement, que ce soit on-prem ou Office 365. Là, on va essayer d'avoir une défense plus coordonnée. Et à terme, l'idée, c'est de passer de la protection à la prévention, et il y a un certain nombre d'automatismes qui peuvent être intégrés dans Microsoft Threat Protection. Donc, Microsoft Threat Protection, il va prendre en fait les inputs, les logs de ces différents outils qu'on a vus. Donc, Microsoft Defender ATP pour la partie PC Windows, Azure ATP pour la partie identifiant Azure AD, Office 365 pour la partie mail et attachement, et Cloud App Security pour vraiment les actions qui sont faites dans Office 365, dans la partie SaaS. Donc voilà comment on se présente en quelques copies d'écran. L'outil, c'est une console en fait avec une liste d'incidents plus ou moins graves. Il y a un niveau de sévérité qui est bien clairement identifié. Et on peut voir dans la colonne impact, on va essayer de vous faire un zoom virtuel. Voilà, super. Dans la colonne Impacted Entity, on voit est-ce qu'il y a le nombre de devices qui sont compromis, le nombre d'utilisateurs, le nombre de mailbox. Ça donne vraiment une vue très, très intéressante de l'attaque et de l'ampleur de l'attaque. Là, on voit le nombre d'alertes. En fait, une attaque, un incident, c'est le regroupement de ici une dizaine d'alertes sur différentes parties de l'environnement. On voit aussi dans la colonne détection source d'où ça vient. Donc là, c'est à la fois Office 365 ATP qui a détecté et Microsoft Defender ATP, etc. Et si on clique sur une attaque, ça va donner quelque chose comme ça, avec plus de détails. On a une chronologie aussi des incidents, etc. Côté Endpoint Manager, donc Intune est la solution de Microsoft pour gérer tout ce qui est périphérique mobile. Il y avait un autre outil qui s'appelle Configuration Manager pour déployer des PC, déployer du logiciel sur des PC. Il y a d'autres outils potentiellement complémentaires qui sont intégrés. Tout ça est en train d'être intégré sur une nouvelle console qui s'appelle Endpoint Manager et qui permet d'avoir même de la même façon une vue un peu globalisante de mes périphériques.
Pour la partie licensing, je vous recommande fortement ces ressources. Donc, il suffit de chercher en bas, par exemple, voilà, là vous avez l'URL en bas. Ça s'appelle GitHub. C'est sur GitHub c'est Aaron Dinage qui a fait ces graphiques les plus clairs que je trouve possible sur qu'est-ce qu'il y a dans quelle licence. Donc, je ne vais pas les détailler là, mais vous avez, sachez que ça existe si vous ne le connaissez pas. C'est vraiment la référence pour tout ce qu'il y a. C'est assez compliqué des fois de savoir si, par exemple, la fonctionnalité Privilege Access Management, elle est disponible dans quelle licence. Ben là, vous avez le fait que c'est disponible dans Insider Risk Management, dans Microsoft 365 E5 Compliance et dans une Microsoft 365 E5 complète. Donc ça, c'est très important pour s'y retrouver. Dernière partie, je vois que le temps file, dernière partie de la présentation, c'est comment on va bâtir notre propre solution avec tous ces éléments. Eh bien, le voyage que je vous propose, il est assez simple. Je pense que la première chose, ça va être de protéger les comptes d'administration. Première et plus importante chose, si votre environnement n'est pas sécurisé au niveau de l'admin, des comptes d'admin Office 365, tout le reste n'a aucune valeur, puisque dès que ces comptes-là sont compromis, toutes vos mesures de protection seraient inutiles. Donc, c'est vraiment le point essentiel. Le deuxième point, c'est souvent oublié dans une approche cybersécurité, c'est éduquer les utilisateurs. Et ça revient sur mon slide d'introduction, c'est pas forcément faire plus de cybersécurité, mais faire mieux de la cybersécurité. Il faut que chacun, dans l'entreprise, adopte les bonnes pratiques et se sente concerné, en fait. C'est pas un truc de technicien dans leur coin qui bloque des accès et ça va peut-être marcher. C'est chacun qui doit être conscient des enjeux, des risques et qui doivent prendre part à la défense en fait de l'entreprise quelque part. Ensuite, une fois qu'on a fait ces deux points vraiment importants, l'ordre logique, c'est de protéger les identités. L'identité dans un environnement cloud, ça va être le point d'entrée, c'est par lequel tout va se passer. Pour accéder à un système Office 365, vous devez d'abord avoir une identité. Donc, si vos identités elles sont bien sécurisées, déjà, vous êtes bien protégé de l'extérieur. Protéger vos données. Alors, protéger l'identité, on l'a vu, on l'a dit, ça ne suffit pas puisque, par exemple, un utilisateur qui est complètement légitime, qui est salarié de l'entreprise, qui a accès à des documents, au moment où, par exemple, il apprend qu'il va être licencié ou à un moment où il quitte lui-même de son propre gré à la société, il peut avoir envie d'emmener des documents importants. Donc là, on arrive logiquement sur l'autre aspect, c'est protéger les documents. Protéger les appareils, ça c'est aussi important, puisque en fait, si vous partez de l'idée que vous êtes sur un compte sécurisé, mais que vous connectez à partir d'un PC qui n'est pas à jour, en fait, votre compte, il peut être assez facilement compromis par des logiciels de type virus qui vont récupérer les informations de connexion. Et de manière générale, on va proposer d'analyser les menaces et de se tenir, je dirais, au courant en permanence des menaces qui se produisent sur l'environnement. Tout ça, ça doit être pris en sandwich, entre guillemets, par ce qu'on appelle le Security Operations Center en anglais, donc le centre d'opération sécurité. Donc, ça peut être un nom un peu pompeux, mais c'est important d'avoir des gens qui sont en permanence dédiés à ces tâches de sécurisation et de suivi des menaces. Et les utilisateurs qui sont essentiels, comme je l'ai dit, dans la protection de l'ensemble de la société en termes de cybersécurité. Une autre façon de le présenter, c'est ce slide-là. On va retrouver les quatre éléments, les quatre types d'outils en fait, que propose Microsoft. On va protéger les identités, protéger les appareils, protéger les menaces et protéger l'information. Alors, sur comment évangéliser les utilisateurs, tenir tout le monde au courant, adopter les bonnes pratiques, ça c'est vraiment important que tout le monde sache, voilà, par exemple, les risques de phishing, donc d'hameçonnage en français, quand je clique sur un lien, qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer, sécuriser les appareils, sécuriser les usages pro-perso, faire des sauvegardes des données, etc. Tout ça est, je dirais, la base qu'il faut inculquer aux utilisateurs s'ils ne l'ont pas encore.
À ce sujet-là, je vous recommande fortement pour vous ou pour vos utilisateurs un MOOC qui est fait par l'ANSSI, donc qui est l'organisme français de sécurisation des systèmes d'information. Vous avez l'URL là, il est très bien fait et il donne vraiment plein d'informations utiles et il remet les choses de manière très pédagogique en contexte. Sur l'aspect SOC, je dirais qu'aujourd'hui, de manière très schématique, j'aime bien ce petit schéma parce qu'il est sympathique. Vous avez un directeur de la sécurité, on appelle ça en anglais un CISO, Chief Information Security Officer, qui doit avoir une vision et définir un peu la stratégie. Et en dessous de lui, vous avez potentiellement 3 types de personnes. Ce n'est pas forcément 3 personnes différentes, mais c'est 3 fonctions différentes. Il y a l'IT qui a son rôle traditionnel, on va dire, de gestion des mises à jour, des OS, de l'administration des périphériques, etc. Vous avez l'administrateur de sécurité qui doit mettre en place un certain nombre de configurations d'outils de sécurité. Et vous avez quelqu'un qui va être plus sur les opérations, donc vraiment un suivi peut-être au quotidien, on va dire, des menaces et des analyses des alertes qui remontent sur les différents systèmes. Est-ce que c'est des vraies menaces? Est-ce que c'est des fausses menaces? Il y a beaucoup d'alertes qui sont des faux positifs, par exemple, mais en tout cas, il faut les traiter et les prendre en compte. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est la partie sécurité, la partie IT sont vraiment assez dissociées et assez. Il y a une espèce de mur entre les deux aujourd'hui dans beaucoup d'organisations. Microsoft essaye, en tout cas dans ses produits, d'intégrer plutôt une approche évidemment collaborative entre l'équipe sécurité et l'équipe IT. C'est intégré, il faut savoir que c'est intégré dans la conception même des produits. Aujourd'hui, la console de sécurité Office 365, elle est intégrée quasiment dans la partie admin, même s'il y a deux accès différents. En fait, beaucoup de fonctions sont interconnectées entre elles. Donc l'idée, c'est vraiment, pour être efficace, c'est que la sécurité, l'équipe de sécurité et l'équipe IT marchent main dans la main. C'est vraiment important. Les composants d'une sécurité, d'une stratégie Zero Trust, donc on revient sur les principes de base, ça va être de mettre en place de la sécurisation au niveau de ces 6 domaines, de ces 6 composants. Donc très vite là, il nous reste encore presque 10 minutes d'après mon compteur, on va détailler ces 6 domaines. L'architecture Zero Trust, elle va nous permettre, à partir de l'identité des appareils, du réseau, de savoir d'où je me connecte, de donner des accès plus ou moins conditionnels sur les données, sur les applications ou éventuellement l'infrastructure on-prem du client. Donc le principe est assez simple. Identité. Les identités, on va s'appuyer sur l'Azure AD. La recommandation de base, c'est de mettre en place le MFA pour évidemment les administrateurs en premier, on l'a vu, mais aussi les utilisateurs lambda. Protect Your Admin, c'est vraiment, si on prend toutes les présentations Microsoft, ça revient un peu comme un leitmotiv. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les stats qui datent d'octobre 2019, je crois que ça s'arrête là, mais il y a un peu plus de 9 mois maintenant, il n'y avait que 8%, c'est fou, il n'y avait que 8% des comptes administration Office 365 qui ont le MFA activé. Donc ça semble incroyable. C'est une stat incroyable. Donc, s'il y a une chose que vous devez faire en sortant de cette présentation, c'est d'activer, si ce n'est pas le cas, d'activer le multifactor authentication pour vos comptes admin, pour tous vos comptes admin, sauf un. En fait, on suggère d'en garder un non activé, sans MFA, de façon à ce que s'il y a un problème, il y a eu des problèmes de connexion, le MFA a eu des blocages pendant une demi-journée, il y a 6 mois, 1 an maintenant. Donc si vous avez un problème de connexion via la MFA, vous avez perdu votre téléphone, je ne sais pas, vous pouvez toujours utiliser un compte standard que vous n'aurez pas, un compte d'admin standard sur lequel vous n'aurez pas activé le MFA, mais ce compte c'est un compte dormant. Donc en fait, s'il y a le moins de problèmes de compromission, vous voyez qu'il est utilisé, vous mettez une alerte tout de suite parce que ça veut dire que le compte a été compromis. Donc c'est une excellente protection en fait, même s'il est sans MFA. L'idée c'est de s'en servir quasiment jamais.
Donc, si vous voyez la moindre activité dessus, bah, vous pouvez tout de suite vous alerter et le désactiver. Alors le MFA pour les admins, il y a 3 niveaux en fait qu'on peut envisager. C'est déjà la meilleure, enfin la façon la plus simple et la meilleure, c'est le MFA par défaut, qui demande tout le temps le MFA. Ça permet ça on peut le faire sans niveau de licence supplémentaire, donc c'est intéressant. Le conditional access, donc c'est un accès conditionnel qui va dire bah, vous avez droit, si vous connectez par exemple d'un PC qui est dans une localisation inhabituelle, donc qui ne serait pas votre lieu de travail habituel, bah, donnez-moi un moyen d'identification supplémentaire. Et la meilleure possibilité que vous avez, c'est ce qu'on appelle le Privilege Identity Management. Donc, c'est une option de Azure qui nécessite une licence Azure AD P2. Et là, pour ça, vous n'allez pas avoir les droits d'accès, je dirais, administrateur en permanence, mais uniquement quand vous en avez besoin. Alors, une autre façon un peu cheap, c'est-à-dire sans payer de licence, que vous allez faire ça, c'est d'avoir 2 comptes. Vous avez un compte utilisateur classique, sans accès. Enfin, justement, c'est pas un compte administrateur, c'est votre compte standard. Et la même personne, elle a un autre compte qui est admin, ADM quelque chose, qui elle a les privilèges d'administration, mais vous n'utilisez que quand vous avez besoin de faire une administration d'Office 365, ce qui n'est pas tous les jours et pas tout le temps. Pour lire vos mails, vous n'avez pas besoin d'un compte d'admin. Donc c'est ça qu'il faut casser en fait. C'est si par exemple vous ouvrez un lien corrompu, si vous êtes admin, bah, tout de suite ça va avoir des conséquences graves. Si vous êtes sur un compte simple, d'utilisateur simple, bah, ça sera beaucoup moins grave. On avance. Arrivé à un monde sans mot de passe. Donc, on a dit que j'ai parlé du sans mot de passe. Aujourd'hui, il y a 3 solutions sans mot de passe possibles dans le monde Microsoft. Windows Hello pour la connexion sur un terminal Windows 10. Microsoft Authenticator qui est la solution la plus robuste. Donc, c'est une appli sur un téléphone qui permet de valider en fait la connexion avec un petit. On voit à l'écran là un petit. On a 3 chiffres en fait qui doivent être approuvés. Et les clés de sécurité FIDO. Donc FIDO, c'est un consortium de sécurité qui fournit des clés qui vont permettre de valider que vous avez bien des droits associés à la clé, en fait, si vous possédez la clé. Encore une fois, le MFA est vraiment fondamental. Ça va être la base du passwordless, en fait. Pour définir le passwordless, il faut déjà être en MFA. Et ça va bloquer 99,9% des attaques d'identité. Aujourd'hui, le MFA, ce n'est pas invulnérable, mais c'est très, très sécurisant. 100%, un autre point aussi, une autre statistique incroyable, 100% des attaques de mots de passe par saupoudrage. Donc, les hackers, une attaque toute bête, c'est de tester en fait des mots de passe classiques connus dans le monde, hein, les passwords 1, 2, 3, 4, etc. Ce type d'attaque, elles se font à 100% sur des protocoles anciens, parce qu'en fait, sur des protocoles de connexion nouveaux, c'est pour ça qu'il faut au maximum mettre en place l'authentification moderne. Ça permet de bloquer ce type d'attaque et ça permet de traiter le MFA. Donc, une action très importante, c'est d'activer l'authentification moderne sur vos applications, de bloquer l'authentification classique. Donc, par exemple, les protocoles POP, IMAP classiques sur la messagerie sont à bloquer dès que possible par rapport à Exchange. Les appareils, s'assurer que les appareils sont connus et sont conformes. Donc ça va être le rôle de Intune. Ce qui est important, c'est de comprendre que sur la stratégie appareil, aujourd'hui, on a si on veut implémenter le Zero Trust, on avait classiquement ce qu'on appelait le Mobile Device Management. Donc, on gérait à distance le périphérique mobile. Notamment, on avait la possibilité, s'il était perdu, de le réinitialiser. Ça, c'est un peu violent si on fait du Bring Your Own Device parce que vous avez vos photos de famille qui sont sur le même périphérique. Donc, vous n'avez pas forcément envie que votre entreprise réinitialise tout le device. Donc, ils ont introduit quelque chose d'un peu plus subtil qui s'appelle le Mobile Application Management, donc le MAM, qui est la possibilité de contrôler uniquement certaines applications sur votre périphérique mobile. Donc, typiquement,
Vous allez avoir votre périphérique mobile, vous allez installer Outlook version entreprise, vous allez avoir l'application SharePoint et l'application Teams, par exemple. Ces 3 applications-là vont pouvoir être gérées à distance. S'il y a un problème, si vous perdez votre téléphone, ben, votre entreprise pourra uniquement réinitialiser et supprimer les données de ces applications-là, mais il ne supprime pas vos photos perso. Donc ça, c'est important de prendre en compte cette évolution. Une petite démo rapide sur le MFA, la connexion en passwordless, là, pour le coup. Donc, on a une fenêtre qui affiche la demande d'approbation. Sur le téléphone, on voit que le 62 est le premier choix à choisir. Il nous demande aussi la vérification de l'identité. Et voilà. Ça nous permet de nous connecter. Donc ça, c'est juste le schéma du passwordless. Ce qui est intéressant, c'est le mot de la bannière qui s'affiche. C'est votre organisation ne vous permet pas de downloader, d'imprimer ou de synchroniser les informations à partir de ce device. Donc là, je suis dans un cas de figure où j'ai réussi à me connecter en passwordless, j'ai aucun problème. Mais malgré tout, je n'ai pas les droits de faire n'importe quoi sur ce site parce qu'on a détecté que, par exemple, je suis connecté sur un PC dans un café qui n'est pas protégé par l'entreprise. Donc, je peux faire un certain nombre de choses, mais pas tout dans ce cadre-là. Voilà, je vais passer très vite puisque on arrive à la fin. Application, bah, il y a aussi beaucoup de choses à faire sur ne pas cliquer sur tout et n'importe quoi parce que quand on installe une application dans Office 365, ça donne des droits potentiellement très importants. Donc gérer les applications avec Azure AD, c'est important. L'infrastructure, on va passer, c'est du on-prem. Ce qui est intéressant sur le réseau, c'est que ça va avoir un impact sur toutes ces notions, vont avoir un impact sur le réseau et on va dire de plus en plus, on va chercher à se connecter directement sur du Office 365. On va plus passer par du VPN d'entreprise pour des raisons de performance notamment, mais de sécurité aussi, c'est plus optimal. Sur les données, eh bien, voilà, on va terminer là-dessus. La protection associée aux données, elle est fondamentale parce qu'au final, c'est ça qu'on cherche à protéger. Que quelqu'un arrive à se connecter avec votre identifiant, si vous l'avez perdu, c'est pas très grave au final. Par contre, ce qui est fondamental, ce qui fait le pétrole du 21e siècle, c'est les données. Donc, c'est ça qu'on va chercher à protéger. La démarche, elle est assez simple. On va essayer de classifier et de définir des règles par rapport à cette classification. Donc, il y a ce qu'on appelle les étiquettes de sensitivité. Il y a une console qui est disponible, je n'ai pas le temps malheureusement de la détailler, qui a été enrichie récemment sur Office 365. Vous l'aurez dans les slides si vous ne la connaissez pas. Je vous montre juste, pour finir, ce à quoi ça peut ressembler. Donc là, on est sur un environnement Macintosh, mais c'est pareil sous Windows. On a dans mon Word, par exemple, la possibilité de définir une étiquette de confidentialité. Alors, en général, bah, c'est le défaut. Je peux définir aussi sur mobile, sur l'appli mobile, la confidentialité. Et là, je suis sur Windows. Je vais définir un niveau de confidentialité ou alors le système peut détecter aussi une confidentialité parce qu'ici, il détecte un numéro de carte d'identité. Et ça va nous permettre de faire des actions derrière par rapport à cette confidentialité. Si, par exemple, on a détecté ça, eh ben, on peut faire des règles dans Cloud App Security, par exemple. Là, c'est des règles qui vont s'appliquer à différentes applications qui peuvent être Microsoft et non Microsoft. Voilà. Eh ben, c'est super. On a 1h00. Donc, sur quoi se concentrer? On a fait le tour. C'était très riche et très complet. Et sur quoi il faut se concentrer, c'est vraiment la protection des comptes admin. Le Secure Score, parce que c'est un moyen de s'améliorer en permanence. Il ne faut pas voir la sécurité comme je m'en occupe une fois et puis je laisse de côté. Et surtout, au final, le point important, c'est la protection des données. Encore une fois, c'est ça que vous cherchez à protéger. Il ne faut pas se tromper de combat. Même si y a des... Et c'est vraiment dans la logique Zero Trust, il va y avoir des brèches, à un moment ou à un autre, il y aura des comptes qui vont être compromis, il y aura des utilisateurs qui vont potentiellement avoir, même légitimes, qui auront envie de nuire à l'entreprise. Ce qu'il faut vraiment protéger, c'est les données. Et l'offre Microsoft, elle est très riche pour ça.
Voilà, bah, écoutez, je crois qu'on a fini. S'il y a quelques questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Sinon, je suis disponible en chat pour d'autres questions. N'hésitez pas aussi à évaluer la session. Il faut aller dans l'espace de conversation, dans le canal, et en onglet, vous avez un formulaire d'évaluation. Merci à tous. Chloé, je te rends la parole. Enfin, je te rends la main plutôt. Oui, il y a une question de Vincent qui souhaiterait participer à la slide. Oui, bien sûr, je vais les publier déjà sur mon LinkedIn. Donc, ceux qui sont connectés avec moi sur LinkedIn les retrouveront sur mon LinkedIn. Et puis, je pense que via la conférence, on va faire un repository de tous les slides. Mais là, je ne peux pas vous donner dans combien de temps ça va prendre. Mais dès aujourd'hui, je publie les slides sur LinkedIn. Donc, ceux qui sont pressés, ils les auront sur le LinkedIn. Merci à tous. Je vois qu'il y avait quand même pas mal de monde. Donc, merci pour être venu tôt et de bonne heure.